Le 3 septembre 1966, nous appareillons à destination du poste d'observation météorologique qui nous a été assigné sous le vent de Mururoa et de Fangatofa par 21 degrés sud et 130 degrés ouest. Nous rallions le poste 1 à bonne vitesse sur une mer formée, profitant de ce transit pour affiner une fois de plus notre entraînement. Stade 0 en tenue SMSR, arrosage en pluie, lâcher de ballon avec plot au central opération, et pour nous les détecteurs tenus du graphique des mesures de la radioactivité sur échelle logarithmique. Avant d'atteindre le poste 1 et sur ordre supérieur, nous commençons les sondages aérologiques opérationnels au rythme de 2 à 3 par jour. Fréquence prévue dans le contexte d'un compte à rebours de J-10. Très vite la cadence augmente car une météo favorable offre une possibilité de tir à plus brève échéance. Au central opération, où nous tournons encore au poste de veille par tiers, chaque tour de quart ou presque se voit animé par un sondage long de 80 à 120 minutes. Le reste du temps est consacré, comme de coutume, à la veille surface, à la navigation et à un petit travail qui, s'il n'est pas nouveau, se développe sensiblement en cette période. Depuis notre entrée dans le Pacifique, et chaque fois que nous sommes en mer, la passerelle demande ponctuellement aux veilleurs du central opération de lui signaler les grains visibles sur les écrans du radar de veille air. Il nous arrive même de dévier de notre route pour aller à la rencontre de ces précipitations et dessaler ainsi notre bâtiment. Nous calculons au préalable le déplacement des nuages en les plotant au crayon gras sur le plot anti-parallaxe de notre indicateur panoramique horizontal, c'est-à-dire notre écran radar, et par une construction vectorielle, nous déterminons la route à prendre. Des plots occasionnels, nous sommes passés ensuite à des relevés réguliers, toutes les heures, avec reproduction sur calque. La superposition de ces derniers donnant une bonne image de l'évolution des précipitations. J'effectuais un de ces relevés quand notre ingénieur de la météorologie nationale, embarqué tout spécialement pour cette mission, celui-ci musardait au central opération. Très vite, il a évalué ce que cela représentait et, ayant obtenu les réponses aux quelques questions qu'il se posait encore, il partait l'air ravi. Conséquence, on nous demande maintenant d'effectuer ce petit travail au mieux toutes les 30 minutes et au pire tous les quarts d'heure, selon une méthode définie, privilégiant le dessin des fronts plus que celui des contours, sans oublier d'y porter l'heure et la position géographique. Les jours s'écoulent ainsi au poste 1, autour duquel nous tournons au ralenti quand la mer est forte. Sinon, les moteurs sont stoppés ou maintenus en attente afin d'économiser notre gasoil pour rester sur zone le plus longtemps possible sans ravitailler. La houle nous fait alors rouler bord sur bord et les courants nous éloignent de notre centre d'activité. Avant chaque sondage, moteur réactivé, nous reprenons notre position de largage. Les vents à cette époque de l'année sont dirigés sud-ouest, ouest, nord-ouest, dans une tranche d'altitude allant du sol à 2 ou 3 000 mètres. Progressivement, la tendance ira jusqu'à s'inverser dans les couches les plus élevées. De forts courants venteux, orientés successivement entre nord-est, est et sud-est, toujours dans cet ordre, circulent entre 11 et 20 000 mètres, voire plus. C'est précisément dans ces tranches d'altitude, 10-15 000 mètres, que les poussières soulevées par l'explosion vont être projetées puis transportées vers l'est quasiment inhabité du Pacifique pour ensuite se disséminer autour de la planète. Au sud-est des sites de tir se trouve l'archipel habité des îles Gambier, sur lequel un risque de contamination existe par vent de nord-ouest. Il faut donc anticiper les changements d'orientation en tirant par courant d'altitude établi sud-ouest
et nord-est, avant qu'il n'évolue d'ouest en est, ou pire, de nord-ouest à sud-est. Ces conditions météorologiques spécifiques se faisant trop souvent attendre, elles ont été à l'origine de nombreux reports de l'expérimentation. Passage de J-1 à J-3 en général, avec comme conséquence la multiplication des heures de quart par bordée et une fréquence accrue des lâchers de ballons, usant physiquement et moralement le personnel des équipes de sondage et malmenant le matériel trop sollicité. Ce dimanche 11 septembre 1966, à 7h30 whisky, heure locale, après un dernier largage simultané dans toutes les stations météorologiques en mer comme à terre, c'est l'explosion attendue de Bételgeuse à Mureroy. Ces dernières observations collectives sont à l'origine de l'édition d'un schéma précis des zones sur lesquelles passera le nuage de poussière radioactive, la fameuse plume, nommée ainsi pour faire référence à son apparence une fois reproduite en 2 dimensions. Le nuage épargne, comme prévu, les îles habitées et nous vérifions en passant dessous l'absence de rayonnement alpha, bêta et gamma dans l'air ambiant, dans l'eau de mer ainsi que dans l'eau des grains. Les valeurs relevées dans ces 3 milieux nous sont communiquées par le PCRADEF du bord. Quand ce dernier n'est pas armé, le personnel de veille au CO collecte lui-même les informations qui sont ensuite reportées sur des graphiques où figure un seuil bas, un seuil haut, déterminant les niveaux acceptables ou non de radioactivité et justifiant le cas échéant la mise en place de mesures de protection. Ces contrôles sont complétés par des rondes internes et extérieures effectuées par des équipes à la tête desquelles se trouve un décontamineur. Toutes les sorties s'effectuent à partir d'un local dit de décontamination ou sas de décontamination, après avoir endossé une tenue de protection incluant un masque filtrant. Cette pièce est équipée de douches indispensables pour se débarrasser des poussières contaminées. Des conteneurs destinés à recevoir effets et matériel pollué y sont aussi stockés. À l'intérieur, nous portons en permanence la combinaison de coton gris clair à bande dorsale rouge, dite combinaison SMSR. Et, fixé à la ceinture, nous traînons un masque respiratoire individuel. La panoplie est complétée par un dosiphote, suspendu autour du cou ou accroché par une pince aux vêtements. Le dosiphote est une sorte de pellicule photo sensible au rayonnement A, B, G, tout comme le sont les plaques utilisées en radiographie médicale soumises aux rayons X. Ce dosiphote individuel ne donne qu'une vague indication des doses accumulées durant la période où il est porté. Notre balade sous la plume prenant fin, il est alors temps de nous repositionner aux abords du poste 1, car la campagne d'expérimentation continue. La routine s'installe dans l'attente d'une prochaine fenêtre de tir. Car avec observation météo, avec observation radiologique, poste de propreté et d'entretien, maintenance des matériels, repas, bannettes, cinéma du soir, plage arrière, lecture et partie de tarot, tout ceci constitue l'essentiel des activités de ces journées interminables dans cet espace clos que constitue un navire en mer, un univers presque carcéral. Cela ne va pas sans créer des tensions entre individus jeunes et pleins de vie. Nous sommes entassés à 30 dans des postes équipage n'offrant que 8 places assises autour de 2 tables, à partager entre les tapeurs de carton, les rédacteurs de courrier et les séances de repassage. Nous sommes aussi depuis des mois compagnons de misère, compagnons de sortie, alors les conflits ne passent jamais le stade des invectives. La devise des anciens, tous unis comme à bord, s'applique bien ici, en ces temps difficiles, au sein du véritable équipage que nous formons. Un des événements considérés comme majeurs dans le déroulement de ces longs séjours en mer est le passage du facteur, ou disons plutôt le largage de courrier.
Par beau temps et au moins une fois par mission, un avion de surveillance maritime, Neptune P2H, ex-P2V6, stationné le plus souvent sur la base avancée de Hao, nous apporte dans un conteneur cylindrique et étanche un remède incomparable contre la déprime, remède composé de lettres et de petits colis. Aux centrales opérations, où l'on assure le contrôle aérien sur zone, les curieux, presque tous étrangers au service, sont nombreux ce jour-là à observer l'écho lumineux en rapprochement sur l'écran de nos IPH. Dès qu'un visuel sur l'objet volant est possible, le CO se vide, ne conservant comme effectif que le contrôleur. Et oui, quand même. Tout un équipage ou presque, planté sur les passerelles, les ponts et sur les superstructures, guette le nez en l'air l'apparition divine. Les moteurs du bateau sont stoppés ou plutôt débrayés. L'équipe de récupération armant le Zodiac est prête à le mettre à l'eau, sur ordre, et déjà le P2H effectue un survol de reconnaissance. Le second passage sera le bon, l'avion en vol rasant, parallèle à l'axe du Doudard de Lagrée, lâche son colis qui percute la surface dans une gerbe d'eau, puis, après un rebond, se stabilise à moins de 100 mètres du bord. Un dernier passage de l'avion battant de l'aile, pour saluer, termine la mission du facteur. C'est bref et bien rodé. Plus longue sera la récupération du conteneur et la distribution du courrier, malgré l'aide exceptionnellement massive que reçoit le vaguemestre pour effectuer son tri par poste. Dans cet océan immense, à l'écart des routes maritimes et dans un espace interdit à la navigation durant les campagnes de tir atomique, nous rencontrons plus de dauphins et de souffleurs que de bateaux et d'avions, même sur nos écrans radars. Sont désignés sous le nom de souffleurs tous les mammifères marins qui, difficiles à identifier, se signalent par le panache de vapeur d'eau qu'ils créent en expirant en surface l'air retenu en plongée dans leurs poumons. Ces apparitions, comme celles des bancs de dauphins ou de poissons volants, constituent une distraction. Alors, à ce titre, la passerelle signale sur diffusion générale leur présence. Par cette belle journée ensoleillée sur une mer d'huile, à l'arrêt et bercé par une houle légère, le Doudard de Lagrée et son équipage attendent le prochain sondage. Bande de souffleurs sur le travers tribord, annonce sur haut-parleur un homme de quart. Effectivement, je découvre depuis la plage arrière où je prends un bol d'air plusieurs rejets des vents à mi-distance entre l'horizon et le bord. Les cétacés se rapprochant, ils sont identifiés comme étant des cachalots. Un clan, une famille composée d'une dizaine d'individus, adultes et petits, qui s'ébattent maintenant autour du Doudard de Lagrée. Certains plongent à moins de 20 mètres de nous pour passer sous la coque, battant la surface avec leurs grandes nageoires caudales. Je les observe là, tout près, soit en surface, soit à 10 mètres sous l'eau, dans une eau parfaitement limpide. Ils se déplacent lentement, passent et reviennent. Les petits sont accompagnés, serrés par les grands. C'est magnifique, c'est impressionnant. L'eau si calme il y a quelques minutes bouillonne, tourbillonne, jaillit en vagues écumantes. Les cachalots semblent jouer et prendre du plaisir en notre présence. Leur divertissement dure une dizaine de minutes, puis le groupe continue son chemin, à bâbord, suivant le même axe que celui par lequel il est arrivé jusqu'à nous. Je ne suis pas prêt d'oublier. Le dieu du vent étant contre nous, les reports se sont succédés durant ces derniers jours. 3 fois, nous avons été autorisés à rejoindre les îles Gambier pour y attendre, sous un régime d'alerte, une opportunité météorologique. Les îles Gambier forment un archipel volcanique ancien de faible altitude, ceinturé par une barrière de corail qui s'ouvre sur une passe principale, praticable pour des unités comme la nôtre, entre les îles de Mangareva et de Taravaï.
Nous profitons de ces escales, toujours brèves, pour embarquer des vivres frais, principalement des salades et quelques tomates de la maigre production locale. Comme notre mouillage est à plus d'1 heure d'embarcation de Riquitea, le village principal, rares sont ceux qui acceptent le désagrément d'une telle traversée. Seul le commis aux vivres s'y rend régulièrement. Une autre destination trouve plus de faveur à nos yeux. Sur l'île inhabitée, toute proche de notre Doudard de Lagrée, se trouve une plage de sable blanc, blottie au fond d'une crique protégée par 2 avancées de basalte noir. Bordée à l'intérieur par un bois de cocotiers et de hautes herbes, elle offre vers le large une vue magnifique sur 2 autres îles de l'archipel, dont Mangareva, dominée par sa curieuse montagne qu'est le Mont d'Œuf. Cet endroit isolé reflète sous le soleil tout ce que ont contenu mes rêves de voyage, et il restera, j'en suis sûr, ma référence en matière de paradis. Ces relâches aux îles Gambier prennent toujours fin dans l'urgence d'une reprise rapide de poste commandée par la météorologie. C'est peut-être pour cette raison que, aujourd'hui, nous avons touché le fond corallien en franchissant les passes, encore dépourvues de balises. Le 24 septembre 1966, soit 2 jours après notre départ de Riquitea, a lieu le tir Rigel effectué sur l'atoll de Fangatofa. Il précède Sirius à Mururoa, qui termine le 4 octobre 1966 la campagne d'expérimentation pour cette année. À l'issue d'une ultime mission Soubise, c'est-à-dire que nous passons sous le nuage, nous faisons route à bonne vitesse vers Papeete, où nous devrions arriver, bon dernier, le 6 octobre au matin. Une mise au point est ici nécessaire. Le texte à venir relate la présence d'un voilier dans la zone des essais atomiques. La note dont il est extrait ne comporte pas de date. Il a donc été difficile d'intégrer chronologiquement ce passage dans un récit global. Les expérimentations atomiques que la France effectue en Polynésie suscitent à l'étranger bon nombre de critiques, notamment de la part des pays riverains comme la Nouvelle-Zélande et l'Australie, tous deux régulièrement en tête du hit-parade de la virulence à notre encontre. Il est même permis de se demander, en ces temps de relations complexes avec nos voisins, si la bombe représente l'unique préoccupation des maîtres du Pacifique Sud, car après tout, des expérimentations polluantes ont eu lieu sur l'île continent, sans pour autant déchaîner la presse. Peut-être faut-il y voir simplement la résurgence opportuniste d'un sentiment anti-français, latent dans cet espace majoritairement anglo-saxon. Une contestation physique s'exerce aussi, aux abords des sites, lors des campagnes d'expérimentation. Elle se matérialise par la présence d'un voilier dont l'objectif est de gêner, voire d'empêcher les tirs, en se plaçant sous le vent des explosions à quelques 12 nautiques à l'est du rivage. Durant ces périodes, une large zone de sécurité couvrant aussi les eaux internationales est définie et signalée par un avis au navigateur. Pourtant, même si le voilier y séjourne délibérément, les autorités hésitent, semble-t-il, à la raisonner. Comme tous, je m'informe régulièrement en mer sur le déroulement des faits divers qui ont pour théâtre l'atoll de Mururoa. Pour cela, nous disposons aux centrales opérations du RACAL, par lequel, en s'armant de patience, quelques nouvelles en français peuvent être captées. La radio parfois complète cette source pour le direct, mais l'essentiel de l'information circule avec la revue de presse que notre téléimprimeur débite plusieurs fois par jour sur d'interminables bandes de papier que chacun s'arrache. Pour finir, la planchette des messages internes au dispositif constitue la source la plus fiable de l'ensemble. Au fil des jours et des lectures, j'apprends ainsi que le Trublion voilé serait armé par des militants d'une jeune organisation de protection de la nature, née à Vancouver, au Canada.
Le skipper serait un mercenaire notoire, payé pour cette mission par la dite organisation qui fonctionne avec des ressources extérieures inconnues. Des dons peut-être. Le bateau qui régulièrement fait escale en Nouvelle-Zélande y trouve certainement un soutien logistique, sinon des facilités. Au fait, pourquoi ne s'en prend-on qu'aux essais nucléaires français? Un autre acteur du moment était ce voilier fantôme belge qui naviguait seulement sur les ondes. Juste avant le premier tir, il aurait recueilli, lors de contacts sympathisants, les confidences inquiètes de l'aventurier canadien qui, devant l'indifférence apparente à sa présence et au vu de l'avancement des préparatifs sur l'atoll, se posait des questions sur son devenir. Allait-on le laisser aux premières loges pour assister un beau matin à ce spectacle hors du commun? Demain peut-être? Sur le patrouilleur qui mit un terme à cette situation, en interceptant au bon moment le vaillant capitaine, il aurait exprimé son soulagement et sa satisfaction d'être allé jusqu'où il pouvait aller dans l'exécution de son contrat. Ce cas de force majeure lui offrait, à défaut d'une spectaculaire réussite, une honorable sortie. Moins hypocrites sont les autres nations qui tirent ouvertement profit de nos expériences dans l'atmosphère. L'URSS et les États-Unis placent régulièrement, en limite de la zone réservée, des bâtiments d'observation et d'écoute. Il y aurait même, dit-on, des chalutiers sans filet, et pourquoi pas des sous-marins. Les spéculations à la matière vont bon train et installent l'ensemble des personnels dans une curieuse ambiance d'espionnage, situation confortée par les consignes de discrétion et de réserve que nous devons appliquer en toutes circonstances, à terre et dans nos courriers vers la France. Nous n'avons pourtant rien de grave à divulguer, tout au plus quelques anecdotes sans rapport avec l'atome, mais attention, ça pourrait être mal interprété. En ce qui me concerne, je me plie volontiers à ces exigences, mais comme chacun sait, la presse n'a pas besoin de faits probants pour intéresser ses lecteurs. Le 15 octobre 1966, nous franchissons à nouveau les passes de Phare pour rallier à nouveau le poste 1 par 21 Sud et 130 Ouest. Nous l'atteignons le 17 octobre et nous y effectuons jusqu'au 4 novembre une autre mission d'observation avant de regagner Tahiti.